Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine. Alors aujourd'hui, on retrouve une thérapeute, où on est toujours ravis de la retrouver dans ce studio. Elle est psychothérapeute et spécialisée en psychogénéalogie. Elle est à l'origine de nombreux projets et notamment on en avait parlé d'une gazette autour de la psychogénéalogie, qu'elle publie chaque mois sur sa chaîne YouTube. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Maria Dolores Sanchez. Bonjour Maria. Bonjour Nathalie. J'ai grand plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, ravi de te retrouver. Donc, on va parler d'un sujet qui va annoncer une conférence qui aura lieu le 17 décembre à Paris. C'est un sujet pas facile, celui de l'inceste. Ouais. Un sujet qui t'a semblé à un moment là dans ta carrière important de traiter. Et surtout, ce que tu m'expliquais, c'est que dans ta clientèle, finalement, tu t'es rendu compte qu'une grosse majorité des gens étaient touchés par une problématique. On a l'impression que ça touche peut-être une personne sur 1000, alors que finalement, non, ça touche beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Écoute, dans ce qui me concerne, alors que ça va faire 16-17 ans que je reçois individuellement les personnes en thérapie, je m'aperçois qu'il y a environ 90% de ma patientèle qui a été touchée par l'inceste. Et quand je dis touchée, c'est réellement, c'est de près, c'est pas de loin, quoi. Quand j'ai interrogé mes confrères et mes consoeurs, ils ont le même chiffre qui est consternant. Et c'est là où, en prenant du recul, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Je me suis mise à lire les écrits, les articles, etc. Et on retrouve toujours les mêmes chiffres. C'est sidérant, quoi. 90% des personnes sont touchées par l'inceste. Depuis quand ça dure? Je crois que c'est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Pour autant, parce qu'on constate que ça existe, faut-il laisser faire? Mais c'est là où je dis non. Et ce qui me révolte le plus, je dirais, c'est pas seulement de faire le constat que ça existe. C'est que les patientes qui viennent me voir pour traiter cela ou pour traiter d'autres choses, mais où on tombe sur cette douleur qui est à l'origine de bien des choses après, souvent elles me disent « Mais vous savez, avant vous, j'ai vu X thérapeute. » Et à chaque fois, ils m'ont dit « Attendez, c'est des millions de femmes qui, comme vous, connaissent l'inceste, donc ça va, qu'on va pas se focaliser dessus. » Ils minimisent. Tout en disant, il faut travailler la confiance en soi, etc. Ça, c'est bien pour vous, la confiance en soi. L'inceste, non, franchement. Et donc, elles arrivent chez moi, elles ont l'impression qu'elles vont me dire, un pipi de chat, et moi, je relève en disant, mais c'est important. Elles me disent, vous êtes la première qui me le dit. Et ça me révolte d'autant plus qu'on est dans des métiers de relations d'aide. Quel est ce jugement abject porté sur une femme qui a été violée petite ? Enfin, c'est exactement comme si toi, Nathalie, tu as été violée et petite plusieurs fois par des hommes de ta famille, que tu viennes me trouver à 30 ans en disant voilà, je souffre de ceci, de cela, d'image de moi-même et tout, et que je te dise ouais, ça va, quand vous êtes des millions à avoir vécu ça, ça vaut vraiment pas le coup de s'en occuper, on va travailler autre chose. Quel manque de respect. Non, mais ça me semble aberrant que ça puisse être le cas, en fait. Exactement. Et il n'y a pas que dans les métiers des thérapeutes, c'est aussi... J'ai pris le Larousse, tout bête, pour lire la définition de l'inceste. Mais c'est ahurissant. C'est une relation sexuelle entre un homme et une femme qui prohibe l'idée du mariage, parce qu'ils sont de la même famille. Voilà ce que dit le Larousse. Ok. Donc c'est comme si même le Larousse lui-même, en quelque sorte, cautionne. Mais oui, il cautionne. C'est quoi de dire c'est une relation entre un homme et une femme? Mais non, monsieur, c'est un viol. Déjà, ça sous-entend qu'on est adulte et qu'on est consentant. C'est juste parce qu'on ne fait partie de la même famille que donc on n'a pas le droit de se marier. Non, mais de qui se moque-t-on? L'inceste, ça n'a jamais été une femme consentante ou même un homme consentant. Les hommes aussi se font violer, petits garçons. Mais ils n'ont jamais été consentants. Et en plus, il y avait une histoire d'emprise. Ils étaient petits, ils n'avaient pas la force physique pour se défendre, etc. Donc là, tu tombes des nues en tout cas. Je pète les plombs même. C'est vrai que d'un point de vue philosophique, quand on étudie un peu la question de l'inceste, on se rend compte que dans toutes les sociétés du monde, n'importe laquelle, même des tribus au fin fond de la forêt amazonienne ou je ne sais pas où, même en Afrique, dénoncent cette question de l'inceste ou en tout cas, la condamne. Donc en fait, c'est un principe où on se dit finalement, c'est toléré nulle part, donc quelque part, c'est puni. C'est puni lorsqu'on vit ça dans des familles. Alors j'imagine qu'on va en parler. Il y a la question du silence, c'est-à-dire que quand on vit ça, il y a une problématique de honte, voire même de culpabilité qui peut naître. Si on en a aussi peu parlé ces derniers temps, est-ce que c'est pas parce que il y avait une honte énorme et peut-être même qui concernait l'humanité entière que de garder ce secret pour elle et de ne pas le dévoiler? Ah oui, il y a plusieurs choses. Il y a la honte vécue par la personne qui a été violée. Elle est victime alors qu'elle se croit actrice. Si tu veux, il y a un discours familial
qui n'ignore pas du tout, qui connaît l'inceste, qui sait très bien ce que vit la petite fille. Si on prend le cas d'une petite fille, hein. La famille sait très bien ce qu'elle vit. Simplement, on lui dit, ah bah oui, mais attends, c'est toi qui as séduit ton père, ton oncle, ton frère, enfin celui qui l'a violé. Donc, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Et ça, c'est un discours qui marche très bien parce que, à force de le répéter et de le dire sur un jeune cerveau, ben, ce jeune cerveau, il grandit avec. Et une fois femme, eh bien, cette femme se trouve complètement décalée. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'inceste? C'est que la petite fille, qui est la fille de, par exemple, devient maîtresse de son père. Si elle est violée par son oncle, elle était la nièce jusque-là, elle devient la maîtresse de son oncle. Enfin, on lui change sa place immédiatement. Mmh. Si c'est son frère qui l'a violée, elle devient la maîtresse de cet homme. Elle n'est plus sa sœur. Quand elle grandit et puis qu'elle commence à tomber amoureuse, elle tombe amoureuse de qui? D'un homme qui de toute façon ne va pas la respecter parce que c'est le schéma du départ. Et qu'elle va répéter. Et qu'elle va répéter à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se dise « mince, c'est pas possible. Il faut que je trouve un homme qui me respecte. Pourquoi je tombe toujours sur des hommes qui ne me respectent pas ?» Et en plus, elles ne trouvent pas leur place. Mais pas seulement dans la vie amoureuse, elles ne trouvent pas leur place dans leur couple, mais si elles sont mères de famille, elles ne trouvent pas leur place non plus. Elles n'arrivent pas à se faire respecter. Dans la société, c'est pareil. Au niveau de leur travail, quand elles travaillent, elles n'arrivent pas à se faire valoir leurs compétences, à se faire respecter de leur hiérarchie ou de leurs collègues. Enfin, c'est incroyable les ramifications qu'il y a dans une vie d'une personne qui a été violée petite et où ça n'a pas été réglé, ça n'a pas été dit. Mmh. C'est pour ça que j'ai sorti cette méthode d'accompagnement sur Internet qui s'appelle « Oser le dire ». Parce qu'elle s'adresse directement à ces femmes. Pour l'instant, j'ai pris ce cas de figure, c'est la femme qui est abusée petite. Mais évidemment, plus tard, j'en ferai d'autres variantes. Donc pour l'instant, cette méthode s'adresse aux femmes dans le monde qui ont été abusées petites par un homme de la famille. Pourquoi par Internet? Parce que la plupart du temps, moi je te parle des femmes qui viennent me voir, mais c'est une infime partie par rapport à toutes celles qui ont connu l'inceste et qui n'osent pas pousser la porte d'un thérapeute pour en parler, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles sont bloquées, parce qu'elles se victimisent, parce qu'elles se culpabilisent, et elles ne se trouvent pas assez bien pour aller voir un thérapeute, pas assez bien pour se sentir mieux. Donc, pour ces femmes qui n'osent pas pousser la porte d'un thérapeute, ou alors qui sont dans une zone, dans une région du monde où il n'y a pas de thérapeute, ça existe, il y a plein de pays où la fonction n'existe pas. Tu as ou un chef religieux ou un médecin, mais tu n'as pas de thérapeute. La psychologie n'existe pas. Alors dans ce cas-là, Internet existe de toute façon. Mmh. C'est la magie d'Internet, c'est que ça circule partout. C'est pour ça que j'ai sorti cette méthode d'accompagnement sur Internet, exprès pour ces femmes, pour les toucher et leur dire voilà, vous aurez une méthode rien que pour vous, complètement confidentielle, parce qu'il s'agira d'une relation juste entre vous et moi, où que vous soyez dans le monde. Et personne ne le saura, à part vous et moi. Oui, parce qu'en fait, sur la question du viol, c'est vrai qu'aujourd'hui, des cellules de crise ou des numéros verts où les femmes violées peuvent téléphoner, ça existe, mais l'inceste est tellement une honte nationale, quelque part, quand on le permet dans n'importe quel pays ou société dans lequel ça se passe, qu'on préfère le taire, en fait. Et c'est là-dessus que tu as voulu, créer la rupture en ouvrant ce site internet, cette plateforme dédiée, donc on le disait, www.oserledire.fr, là où les femmes peuvent trouver une méthode d'accompagnement et surtout se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Quand on est replié dans son petit cercle familial, quand même nos proches, notre propre mère nous dit c'est comme ça, c'est que t'as joué une responsabilité ou quelque part t'étais pas que victime, il y avait une forme de consentement. Exprès, bien sûr. Du coup, c'est sûr qu'on se grandit en taisant à tout prix cette vérité qui vient ensuite écrire. Et toi qui travailles sur le domaine de la psychogénéalogie, finalement, on sait aussi que de génération en génération, les secrets de famille, c'est quelque chose de très lourd. On en avait déjà parlé sur cette antenne. Oh là là, oui. Voilà, donc qui ait eu même une arrière-grand-mère qui ait pu vivre l'inceste, directement on le portera aussi en nous, et quelque part ça viendra aussi causer des problématiques dans notre propre vécu à nous, même si on l'a pas vécu directement. L'inceste, oui, ça fait partie des thèmes classiques, entre guillemets, en psychogénéalogie, où l'on se rend compte que ça se transmet de génération en génération depuis l'origine des temps, quoi. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où c'est tabou, on n'en parle pas, parce que c'est admis par la culture du lieu que l'inceste doit se faire. Sous prétexte qu'il faut initier la petite fille, ou qu'il faut initier le petit garçon. Des fois, c'est la mère qui monte sur le fils pour l'initier aussi.
Sous ce prétexte-là, eh ben oui, mais il y a des viols qui sont admis, qui sont tolérés et qui sont même encouragés sur le plan familial à se faire parce que c'est bon, soi-disant, pour la petite fille ou pour le petit garçon. Donc, dans l'histoire de l'humanité, ça se comprend, si tu veux, à l'époque où l'avion n'existait pas, le train n'existait pas, la voiture n'existait pas, on se déplaçait à pied ou à carriole. Bon, bah, c'est sûr que, ou à cheval. Bon, bah là, c'était très limité. Au niveau du bateau, c'était pareil. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit avec le recul que là où l'inceste a le plus proliféré, ce sont les îles et le haut des montagnes. Les îles, pourquoi? Bah, parce qu'elles étaient isolées. Il n'y avait guère qu'une pirogue ou un bateau qui pouvait arriver jusqu'à elle et au bout de X heures. Donc c'était des populations isolées, mais l'humanité prend le dessus en demandant à ce que les gens se reproduisent de façon à ce que l'humain continue de vivre. Et donc ils vont se reproduire entre eux. Mmh. Donc là, les îles, oui, c'est là où l'on trouve le plus d'inceste. Et le haut des montagnes, pourquoi? Parce que il y a toujours eu des invasions d'un pays sur un autre. Et lorsque tout un groupe armé venait envahir une vallée, les gens de la vallée allaient se réfugier en haut des montagnes et ils attendaient des temps meilleurs pour pouvoir redescendre. Et bien des fois, les temps meilleurs, ils duraient un siècle. Parce que les envahisseurs restaient et faisaient souche. Au lieu de violer, piller et s'en aller, beaucoup sont restés et faisaient souche. Du coup, ceux qui étaient en haut des montagnes, ils sont restés coincés. Et c'est là où, à un moment donné, l'humanité prend le dessus et dit il faut continuer de se reproduire si la tribu ne veut pas mourir. Et là, l'inceste aussi va se développer. Donc on trouve de la dégénérescence dans le haut des montagnes, un peu partout dans le monde, dans des populations qui sont restées. Et c'est comme ça où l'inceste se perpétue, mais depuis la nuit des temps. Simplement aujourd'hui, où l'avion, le train, la voiture, tout cela existe, et puis maintenant Internet, à quoi ça sert? Je veux dire, si on a envie de faire l'amour, on peut le faire avec quelqu'un d'étranger à la famille, c'est même beaucoup plus sain. Surtout si on veut se reproduire, si on veut avoir des enfants, il faut du sang neuf. Si on se reproduit entre soi, il y a une dégénérescence au bout de la 3e génération. La dégénérescence biologique se crée. Et dans le même, en fait, donc, la question, quand on y réfléchit, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut même avoir l'idée d'avoir des relations physiques avec quelqu'un de sa famille? Enfin, bon, nous, en tout cas, là, aujourd'hui, on débat sur ce sujet-là, mais concrètement, qu'est-ce qui, selon toi, j'imagine que tu as réfléchi, qu'est-ce qui, dans la tête d'un adulte, entre guillemets, avec toute sa conscience, peut mener, finalement, à commettre des actes incestueux? Alors j'ai toujours trouvé la même configuration lorsque je suis une personne qui a été touchée par l'inceste, c'est que on se retrouve, lorsque c'est une femme, on se retrouve avec un père hypersexuel et avec une légère déviance mentale parce que le tabou n'existe pas. Et ce père-là est marié à une femme qui est plutôt frigide, pas intéressée par la chose. Dans des très 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 rares cas, je suis tombée sur des femmes libertines, mais c'est vraiment très rare. La plupart du temps, c'est un homme homosexuel marié à une femme frigide. La femme frigide qui est vraiment pas intéressée par la chose, quand elle sait qu'il y a une fille au milieu, eh bien, elle préfère laisser la fille entre les bras de son mari. Pendant ce temps-là, elle est tranquille. Voilà, c'est toujours là, toujours, le plus souvent, la configuration que j'ai trouvée. Et ça se passe dans la maison. Parce que si cet homme allait voir des prostituées ou allait avoir des maîtresses à l'extérieur de la maison, le scandale pourrait naître parce que ça peut se savoir. Qu'au sein de la famille dans la même maison, ça ne se sait pas. On peut continuer dans la même carte postale de la famille heureuse. Et c'est la fille qui prend. Voilà. Et ça, c'est une configuration que je trouve très très souvent. Et pourquoi ça perdure et ça dure? Eh bien, c'est souvent lorsqu'on enferme la petite dans le secret. Il y a toujours une loi du silence qui accompagne l'inceste. Et on lui fait croire que c'est éducatif, que c'est bon pour elle. Pourquoi elle va dénoncer papa? Parce qu'elle va être méchante si elle fait ça. Papa va partir en prison. Et puis ça va se savoir. Et puis après, c'est maman qui va avoir la honte parce qu'elle reste. Et la petite fille, du coup, elle défend son père et sa mère. Et c'est là où elle ne dira rien. C'est une manipulation monumentale. Et qui va endommager gravement le psychisme de cet enfant qui va grandir croyant que c'est normal. Elle fait tout pour ses parents. Donc, quelque part comme un don de soi. Comme un don de soi. On l'a formaté, quelque part à cela. Et c'est quelque chose de destructeur. Et c'est pour cela que, tant qu'on n'avait pas de comparatif, tu vois, dans des campagnes isolées, dans des endroits où on élève la petite fille de cette manière, ça marche très bien. Parce qu'elle, une fois grande, quand elle aura des enfants, elle fera pareil. Et etc. Tant qu'on n'a pas de comparatif, qu'il n'y a pas d'étranger qui vient pour dire « Hey, il existe autre chose ».
dans le monde. Bon, du moment qu'il commence à y Ou avoir ça ne se fait pas, ce n'est pas quelque chose d'admis pour l'humanité. Enfin, c'est pas, ça ne devrait pas exister en fait, comme tu le dis, au sein de l'humanité. Quel bonheur que c'est de pouvoir rencontrer des autres qui ne sont pas nous, qui ne sont pas notre famille, déjà en soi, pas forcément dans l'aspect de la sexualité, juste. Absolument. Voilà, c'est justement au contraire magnifique de pouvoir créer la vie avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Et moi, étant née j'allais dire d'un mariage, non, parce que mes parents ne sont pas mariés, mais d'une union entre un Iranien et une Française, bah voilà, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, si on a un monde si métissé, c'est grâce à toutes ces populations qui se mélangent les unes avec les autres. Mais c'est ce qui sauvera le monde. Oui. Ces mélanges ethniques, culturels, même d'un même pays, si on n'est pas de la même région, etc. C'est ces mélanges-là qui sauvent. Il faut du sang neuf, il faut des regards neufs, il faut des idées neuves. Et c'est dans ces échanges que se crée le respect mutuel et que se créent des nouvelles cultures. Dans ce brassage de population, c'est certain. Simplement, dans le passé, on n'avait pas ça. Et c'est ce qui fait que se reproduisait l'inceste de génération en génération comme étant quelque chose de normal, de culturel et d'admis. Au contraire, on élevait l'enfant en lui disant l'étranger, faut pas. Donc l'étranger, c'est la personne étrangère à la famille, hein, c'est au sens large du mot étranger, hein, pas au sens restrictif de la nation. Ouais, ouais. Donc c'est de lui dire comment ça, tu es amoureuse d'un autre que la famille? Non, on va te choisir quelqu'un de la famille. Donc c'est là où on se marie entre cousins. J'allais dire pour ceux qui choisissent finalement entre guillemets, hein, qui choisissent l'inceste, on connaît dans des familles catholiques notamment. Voilà, moi je pense à, je sais plus comment elle s'appelle cette politicienne pour qui je n'ai aucune pensée positive. J'ai oublié son nom, mais qui est mariée à son cousin Germain et d'ailleurs qui est un peu monté au créneau sur la question du mariage gay. Et voilà, on lui reprochait, on lui disait mince, j'ai oublié son nom. Bref, Bourdin, c'est pas ça? Quelque chose comme ça, ouais, bon, bref. Mais Bref. qui en gros, se voyait reprocher le fait d'être en couple, même marié avec son cousin Germain. Ouais, Il y a des gens qui finalement font ce choix aussi quelque part, même si c'est peut-être pas quelqu'un de la famille du cercle le plus proche, mais c'est Oui. quand même déjà dans la famille et même limite qui porte le même nom. Comment est-ce qu'on peut percevoir finalement ces choix d'inceste? C'est des choix inconscients hein, qui sont quand même dictés par la répétition familiale, hein, pour beaucoup. Hein. C'est vrai que Christine Boutin. Boutin, voilà, vous je disais Bourdin, non, c'est une écrivaine. Pardon. Christine Boutin, oui. Bon. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Non, mais sur la question de quand on fait perturbée. le choix conscient de se marier à son cousin Germain ou à quelqu'un de plus ou moins éloigné, mais qui fait partie de la famille quand même. Et là, tu nous disais finalement, c'est le cercle vicieux aussi d'avoir peut-être dans l'histoire familiale vécu quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est la répétition. Voilà, c'est toujours pareil. On a l'impression que parce qu'on aime, voilà, ça y est, je retrouve l'information, parce qu'on aime son cousin ou autre, ça y est, on se marie, c'est une histoire d'amour. En réalité, on est en train de répéter une histoire. Mais il est vrai que pour certaines patientes que j'ai suivies en psychogénéalogie, où tu le sais, j'utilise l'hypnose pour remonter les mémoires familiales, je suis de temps en temps tombée sur une vraie histoire d'amour. Entre un père et sa fille, ou alors entre une nièce et son oncle, une vraie histoire d'amour, mais qui était interdite forcément, puisque c'est au sein de la famille. Et là, c'était déchirant pour les deux. C'était du vrai Roméo et Juliette, quoi. C'est une histoire d'amour qu'il fallait cacher, qui a même donné lieu à des enfants, d'ailleurs. Enfin bon, c'est souvent que je suis tombée sur des histoires pareilles. Ou Mais les après, deux, dans toute leur conscience, en fait. dans toute leur conscience d'être Okay. surpris par être amoureux alors qu'ils sont membres de la même famille. Et ça s'est déroulé il y a plusieurs siècles et depuis, on répète comme si c'était un modèle. Alors que ce qui est le modèle, c'est l'inceste. Ça n'est pas de s'aimer authentiquement entre deux membres de la même famille. Ce qui va se répéter, c'est la relation sexuelle, y compris avec violence ou forçage. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire stop, aujourd'hui on peut faire autrement. Et il faut arrêter de dire aux femmes que elles sont l'instigatrice de ça. C'est pas vrai, aujourd'hui c'est pas possible. Il y a peut-être une infime partie, je suis jamais tombée dessus, mais bon, je n'ai pas l'humanité dans mon cabinet non plus. Mais il y en a peut-être une infime partie qui est réellement amoureuse de la personne qui l'a violée à l'époque. Mais bon, dans ce cas-là, elle était peut-être consentante. Mais moi, je veux bien qu'on me définisse à quel moment on est consentante réellement. Est-ce qu'à 3 ans, on est consentante?
Est-ce qu'à 5, 6 ans, on est consentante? Est-ce qu'à 10 ans, à 15 ans, on est consentante? Enfin, là, moi, je me pose des questions de principe. Donc, voilà, c'est à force de voir ce genre de situation qui me révolte et où je me dis, bon, moi, je peux sauver comme ça, goutte après goutte, personne après personne, de cet inceste. Mais à un moment donné, il y en a tellement et des centaines de millions dans l'humanité qui ont souffert de la même chose, il faut procéder autrement. Et c'est là où j'ai eu cette idée de créer cette méthode d'accompagnement par Internet. Voilà. Et là, n'importe qui pourra s'y mettre, l'acheter et se faire suivre par cette méthode. Donc à partir de décembre, on va la tourner, parce qu'il y a 65 vidéos dedans, on va la tourner en espagnol. Toute la traduction sera faite à ce moment-là. Elle sortira au printemps, dans la version espagnole. Et cet été 2016, elle sortira sous la version anglaise. Voilà, donc pour fin d'année prochaine, la méthode existera dans les 3 langues principales dans le monde. Donc les gens pourront suivre, comme tu disais, l'accompagnement via la plateforme. Oui. Donc peu importe où vous vous situez, peu importe la langue que vous parlez, finalement, vous pourrez y avoir accès. Et puis reprendre peut-être, est-ce que c'est ça l'objectif déjà, reprendre une vie de liberté de choix, d'aller vraiment vers des choix de conscience et pas les choix qui sont dictés par un passé familial lourd, de secrets qu'on n'a plus à porter nous dans cette incarnation-là. On a le droit aussi de choisir ce qui viendra combler notre vie, l'épanouir, et donc de faire tous ces choix en conscience et de retrouver cette confiance aussi, parce que je pense que l'inceste enlève la confiance qu'on peut avoir en tous ces autres membres de la famille qui se sont tus et qui ont fait comme si c'était normal, en la personne qui nous a fait vivre ça. Voilà, je pense que c'est peut-être des gens qui, quand ils ont vécu l'inceste, grandissent en n'ayant plus confiance en personne. Parce que comment avoir confiance en quelqu'un d'extérieur, en une femme ou un homme, même avant tout dans le domaine de l'amour? Comment est-ce qu'on peut avoir une vie amoureuse normale lorsqu'on a vécu ça Tu as absolument raison. Ça fait partie des étapes dans cette méthode d'accompagnement. À un moment donné, on aborde forcément être amoureuse après un inceste ou comment se faire respecter soi-même. Quand on veut se faire respecter dans un monde du travail, amical, amoureux ou autre, il faut d'abord commencer par se respecter soi. Si on connaît soi-même ce que l'on vaut et ce que l'on veut, à ce moment-là, on va trouver les ressources naturelles pour se faire respecter et imposer notre choix, ce que l'on a envie de faire. Mais si déjà au départ, on croit que l'on est mauvaise, on croit que l'on est vilaine, on croit que l'on est moche, qu'est-ce que tu veux imposer? Rien. Et là, même quelque part un peu, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de jeunes femmes ou jeunes hommes qui ont vécu ces viols-là et qui se disent, comme on parlait de la responsabilité, cette honte de se dire en quelque sorte, j'étais peut-être consentant, peut-être que moi aussi j'y ai pris du plaisir. Il y a cette question-là qui se pose aussi, de savoir... tu as raison. Il y en a beaucoup pour qui c'est le cas. Oui. Où la relation sexuelle, malgré que c'était un viol, mais des fois quand c'est une histoire semi-amoureuse, il n'y a pas de viol. On va dire que les deux sont presque d'accord, même si c'est un peu poussé, mais bref, les deux ont pris du plaisir. C'est terrible au bout de quelques années de se dire, mais ça aurait été plus facile pour moi de dire cet homme m'a fait mal, parce qu'il a été violent, parce qu'il m'a pas respecté, nani nana. Ça aurait été plus facile que là où j'ai pris du plaisir en plus pendant cet acte sexuel, alors que j'y avais pas le droit. Pas avec cet homme-là. Et c'est bien plus difficile à défaire en thérapie après. Il faut vraiment détricoter des tas de choses. Et faire le distinguo entre la relation sexuelle naturelle normale, où là on a le droit d'avoir un orgasme, du plaisir, etc., et la relation sexuelle avec un homme de la même famille, et où là, normalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit et où ça n'est pas normal, ça n'est pas logique. C'est pas naturel. Ce sont d'autres normes. Et oui. Et ces normes-là ne sont pas naturelles. Elles sont imposées. Donc il y a vraiment un distinguo entre les deux. Et c'est aussi un distinguo que j'enseigne dans cette méthode d'accompagnement, où j'explique aux personnes la différence entre la fierté et l'orgueil, entre la flatterie et le compliment. Même chose, parce que les personnes qui ont connu l'inceste ne font pas la différence entre la flatterie et un compliment. Donc c'est terrible, elles se font avoir à tous les coups. Oui. Oui, puis surtout qu'elles attirent à elles forcément des schémas qui vont remettre en lumière les blessures, parce que on le sait, c'est un petit peu l'objectif de la vie, c'est de faire surpasser ça. Donc quelque part, elles vont faire les rencontres qui vont être adéquates, malheureusement, avec ce qu'elles ont à revivre et à travailler. Absolument. Donc c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'objectif de cette méthode, c'est vraiment de faire comprendre à ces femmes qu'elles sont victimes, qu'elles mettent les vrais mots sur cette vraie douleur, qu'elles la reconnaissent. Elles sont victimes. À aucun moment, elles n'ont séduit.
quelqu'un dans la famille, et à aucun moment elles n'ont été respectées. Elles ont été abusées. Il faut mettre les vrais mots. Et s'il n'y a pas eu de violence, que c'était dans un jeu, par exemple, dans un jeu entre jeunes de la même famille, il n'y a pas eu de violence, d'accord, pour autant, c'est quand même un abus. On a été abusés. Donc déjà, elles prennent conscience qu'elles sont victimes, qu'elles ont été abusées, et qu'à partir de là, elles ont le droit de se défendre et de relever la tête. Donc, il y a plein d'étapes dans cette méthode où on va tout aborder, la honte, la salissure, qui est très particulière à l'inceste. La salissure, c'est quelque chose de très bizarre à vivre, mais qui imprègne toutes les fibres de la personne. On travaille aussi le respect, la vraie nature de soi, jusqu'à arriver à la relation sexuelle. À un moment donné, il faut bien l'aborder. Comment on est, comment donner et recevoir, être dans cet équilibre, et après dans la vie en général. Et les personnes qui, pour l'instant, ont déjà utilisé cette méthode me l'ont dit, qu'elles ont changé leur rapport avec leur voisinage, par exemple, ou avec leurs collègues de travail, où elles sont beaucoup plus à l'aise, c'est plus souple. Elles rigolent, elles ne sont plus susceptibles, tu comprends ? Elles ne prennent plus la mouche. Elles arrivent à faire le distinguo entre une blague et puis une blague salace, etc. Et c'est incroyable ce que ça leur change la vie. Et puis après, pour celles qui sont mariées, oui, elles ont des enfants, ça leur change leur relation avec leurs enfants, avec leur mari. Il y a plein de choses. Elles prennent conscience de ces ramifications qu'elles ont tissées autour d'elles sans le savoir. Puis peut-être des limites qu'elles ont envie de redéfinir aussi dans leur vie. Oui. Comme tu le disais, les limites du respect de soi, de l'obéissance à soi, d'accepter des choses et de savoir dire non sur d'autres. Complètement. Ce qui semble être important. Et puis en même temps, c'est des victimes qui prennent leur place de victimes tout en se disant... quelque part, peut-être que j'ai vécu ça aussi, parce que ça doit m'apporter quelque chose, pourquoi pas derrière aider d'autres personnes qui le vivent, il y a souvent cette idée aussi que parfois, on trouve notre mission à travers les choses les plus difficiles que l'on est amené à vivre. Qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà, il y aura peut-être cette vertu. Juste avant qu'on se quitte, Maria, j'avais envie de te poser cette question. Est-ce que finalement, selon toi, l'inceste serait peut-être le reflet d'une énorme frustration de l'humanité quelque part ? Est-ce que les humains, dans leur frustration, parce qu'on parlait des cercles familiaux, finalement, on a des rapports d'amour avec les gens qui composent notre famille, mais la sexualité n'a rien à voir dans ces rapports-là. Le charnel, on peut prendre évidemment les gens que l'on aime dans nos bras, mais la notion de sexualité n'a aucune place là-dedans. Est-ce que du coup, tout ça pourrait naître aussi d'une forme de frustration ? Tu parlais de ces gens qui sont parfois repliés en haut d'une montagne, ils doivent vivre pendant des années, voire des décennies, voire des siècles là-bas, de leur frustration naît l'inceste. Oui, mais complètement. C'est une frustration qui va trouver son socle dans la peur. L'origine, c'est quand même ça, la peur de l'autre. La peur de celui qui est différent. Tant qu'on est dans la famille, on partage les mêmes normes, la même façon de penser, de vivre, les mêmes rituels, et tout se fait en famille. Et il faut surtout pas discuter ou aller voir quelqu'un en dehors de la famille. Donc ça, on est élevé avec la peur de l'autre, de l'inconnu, la peur de l'étranger. Donc ce qui fait que, c'est pour ça qu'en psychogénéalogie, on parle aussi d'inceste symbolique ou d'inceste virtuel, comme on l'appelle, où il y a tous les ingrédients de l'inceste, sauf la sexualité, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on va faire le même métier que ce qui se fait dans la famille. Ou alors on va se choisir le même genre de conjoint que ce qui s'est choisi dans la famille. On va habiter dans le même quartier que là où sont les parents, les grands-parents, etc. On va pas s'éloigner. Voilà, il y a tout un tas d'ingrédients qui font qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre de choisir son métier, de choisir son conjoint, pas libre de choisir de vivre là où l'on veut, choisir de voyager, choisir d'être en interface comme ça avec le monde entier. Non, on n'a pas cette liberté-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur la peur. L'éducation est basée sur la peur. Et la peur frustre, puisque la peur limite la pensée, limite le comportement, limite la relation à autrui. Alors que la beauté de l'être humain, c'est de rencontrer la différence chez l'autre. C'est la différence qui enrichit. C'est pas la ressemblance. La ressemblance, tu te prends un miroir et voilà, c'est fait. Ouais, c'est vrai. Tu te fais l'amour à toi-même à la limite, why not, mais... Oui, fabuleux, mais bon. C'est toujours tourné en rond. Ouais. Tu vas pas faire des galipettes toute seule, quoi. Non, tu peux le faire qu'avec quelqu'un d'autre. Si possible, quelqu'un d'inconnu à la famille. C'est ça qui est bien, c'est que tu t'ouvres à l'extérieur. Mais tu t'ouvres aussi au changement en général. Tu peux changer 10 fois de métier dans ta vie parce que tu es habitué à rebondir. Tu vas connaître des problèmes comme d'autres, mais tu vas rebondir, tu vas faire autre chose. Tu vas apprendre.
Et ça, c'est fabuleux. Que celui qui est enfermé dans l'inceste, il est éduqué dans la peur. Et là, ça crée d'immenses frustrations parce qu'il n'est pas dans sa mission de vie. Il n'est pas dans sa mission tout court. Il est dans la mission de la famille, dans la mission des autres, mais pas la sienne. Quand on est dans une famille incestueuse, c'est une vraie mafia. C'est le même c'est état vrai que d'esprit. c'est un petit peu ça, finalement. C'est si on mafieux. trouvait une image. Et oui, tu n'as pas le droit de relever la tête au-dessus des autres. C'est pas possible, on te la coupe. Tu n'as pas le droit de dire non, tu n'as pas le droit d'argumenter. Non, le seul moyen de se sortir d'un inceste, c'est de s'exiler, c'est de quitter la famille. Au même titre qu'une femme battue, qui est battue comme plâtre par son mari, le seul moyen de vivre, c'est de s'en aller, c'est de quitter le mari, il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas négocier avec un être violent. Mhm. On n'est pas dans le même état d'esprit, on n'a pas les mêmes schémas. Par contre, on peut négocier avec sa violence intérieure. Exactement. Et se dire, ça, c'est pas supportable. Et vraiment, si je peux atteindre ça avec cette méthode chez les femmes dans le monde, bah écoute, j'en serais vraiment heureuse. Ça serait des petites gouttes un peu partout comme ça de bonheur. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à diffuser autour de vous si vous connaissez des gens qui ont été victimes de l'inceste, qui sont victimes de l'inceste encore actuellement, ou en tout cas tout simplement diffuser l'information pour que des personnes du monde entier puissent entendre qu'on parle de ces sujets et que on essaye d'y trouver des solutions. En tout cas, tu nous aides à mettre un peu de lumière sur un sujet très obscur. Donc, j'invite tout le monde à se rendre sur le site et à évidemment partager l'adresse www.oser-dire.fr et on peut toujours suivre tes aventures sur le site www.maria-dolores-sanchez.com. Voilà, et via ta chaîne YouTube, il suffit juste de taper Maria Dolores Sanchez et on tombe très vite dessus, voilà, avec la Gazette de la psychogénéalogie, où tu as déjà posté de nombreuses vidéos. Enfin voilà, on peut suivre un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais rajouter autre chose aussi à propos de cette méthode. C'est que normalement, j'avais une conférence de programmée jeudi, qui est reportée au jeudi 17 décembre à Charenton-le-Pont. Bon, vous aurez toutes les informations sur mon site internet ou sur Oser le dire. D'autre part, il y a aussi des conditions un peu particulières pour les associations qui s'occupent de suivre des femmes battues, des femmes qui ont été incestuées ou violées, et où c'est vraiment leurs adhérentes, on va dire. Je leur permets d'accéder pendant 15 jours gratuitement à cette méthode de façon à la faire tester par des membres de leur association, par des femmes qui sont dans ce cas-là, pour que les animateurs d'associations se rendent mieux compte de ce que cette méthode peut leur apporter. Parce que la méthode en soi ne va pas tout faire. Je n'ai pas la prétention de dire qu'elle va guérir une femme qui a connu l'inceste. Non, c'est juste que ça va lui permettre de déculpabiliser, de relever la tête et de se dire « j'ai le droit de pousser la porte d'un thérapeute ou d'une association, mais j'ai le droit de me faire aider ». C'est le but de cette méthode. Donc profitez-en les associations si vous êtes dans ce domaine. Regardez à oserledire.fr. Vous avez un bouton, il y a un accès gratuit, vous pouvez aller voir. Il y a les premières minutes de cette méthode qui est diffusée. Mais ça, c'est pour tout le monde, bien sûr, pas que les associations. Mais si vous voulez ces conditions-là, 15 jours d'accès gratuit, vous m'appelez, vous me laissez un mail et évidemment, on se recontacte et je vous permettrai cela, quoi. Super. Voilà. Et la méthode en elle-même coûte 90 €. Qui est aussi un montant que j'ai voulu accessible pour tous. Alors donc ma chère Maria, on peut prendre contact avec toi et je donnerai ça pour conclure l'émission via ton adresse mail. Donc c'est mariadelores@sfr.fr. Absolument, au grand plaisir de vous retrouver. Eh bien merci d'avoir su trouver les mots pour aborder un sujet pas facile mais qui en effet et même moi autour de moi je connais des femmes qui ont vécu cette problématique-là. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider les gens. Aussi. Venez le 17 décembre et je vous retrouverai, je vous présenterai la méthode et l'équipe également qui l'a constituée avec moi, autour de moi. Super. Un grand merci Maria. Merci à toi Nathalie de m'avoir permis d'en parler. À très bientôt. À très bientôt chers auditeurs. Belle journée à tous. Au revoir.